Le vent glacial de la nuit envahissait l'ancienne usine abandonnée de Détroit, où Manté, vêtu d'une veste en cuir et de pantalons usagés, marchait entre des tas de métal et de béton. L'air était lourd de l'odeur de rouille et de moisissure, et le bruit du vent se mêlait au grincement occasionnel des structures rouillées. L'obscurité était presque totale, sauf pour de petites fissures dans le mur et les lumières clignotantes de lampadaires lointains. L'atmosphère était empreinte d'abandon, comme si le temps s'était arrêté là. Manté tenait une lampe de poche faible, dont la lumière tremblait sur des symboles ternis sur les murs, des dessins qui ressemblaient à des cartes ou à quelque chose d'extrêmement ancien. Il ne savait pas vraiment pourquoi il était là, seulement qu'un morceau de papier trouvé dans un marché de rue l'avait conduit à cet endroit, avec des coordonnées griffonnées et un seul mot, Sahara. Alors qu'il avançait, un son sourd commença à résonner, comme des voix chuchotant dans des langues inconnues, et puis il vit une silhouette sombre se déplacer entre les ombres, haute et irrégulière, disparaissant lorsque la lumière de la lampe de poche la touchait. Manté courut, mais lorsqu'il atteignit le point où la figure se trouvait, il ne trouva qu'un artefact lisse, presque translucide, gravé des mêmes symboles que les murs. En le touchant, une douleur aiguë parcourut son bras, et pour un instant, il aperçut des dunes infinies sous un ciel rouge. La transition fut abrupte. Manté se réveilla sous le soleil brûlant du Sahara, le sable collant à ses vêtements, encore humides de l'air de Détroit. Devant lui, une caravane de bédouins approchait, dirigée par une femme nommée Béatrice, dont les yeux avaient la même intensité que les symboles sur l'artefact. Elle ne sembla pas surprise de le voir. « L'entité l'a amené », dit-elle, plus comme une affirmation que comme une question. Pendant leur voyage, Béatrice raconta des histoires fragmentées de voyageurs disparus qui réapparaissaient des années plus tard, sans vieillir, de sabliers brisés, d'une créature qui n'était ni homme ni animal, mais quelque chose entre le vent et la mémoire. Manté montra l'objet, et Béatrice pâlit. « C'est la clé », murmura-t-elle, « mais à quoi sert-elle » Ce soir-là, alors qu'il campait près d'une ancienne ville submergée, Manté vit à nouveau l'entité, flottant au-dessus des dunes, sa forme oscillant comme une mirage. Béatrice l'avertit de ne pas la suivre, mais il fut attiré par une force qu'il ne comprenait pas. Au milieu d'une ancienne place, avec des fontaines murmurant doucement, Manté trouva un artefact de taille moyenne, lisse et arrondi, identique à celui qu'il portait. En les réunissant, un portail s'ouvrit, révélant une chambre souterraine éclairée par des cristaux qui pulsaient en synchronisation avec le vent extérieur. Dans la chambre, Manté et Béatrice trouvèrent des murs couverts d'hiéroglyphes qui racontaient l'histoire d'une civilisation qui avait tenté de contrôler le temps, utilisant l'entité comme gardienne de ses expériences. Mais quelque chose avait mal tourné. Les textes mentionnaient la fissure, une rupture dans le tissu temporel et le prix de l'éternité. Pendant qu'ils déchiffraient les symboles, un groupe d'hommes armés envahit la chambre, dirigé par un homme nommé Karine, qui cherchait la technologie de la civilisation perdue pour la vendre au gouvernement. Manté et Béatrice s'enfuirent, mais pas avant que Karine ne vole l'un des artefacts. Dans les heures qui suivirent, l'entité devint plus présente, non seulement dans les dunes, mais aussi dans les rêves même de Manté, lui montrant des visions de futurs possibles, le Sahara transformé en un désert de verre, des villes englouties par des tempêtes de sable éternel, et une version de lui-même, vieilli et désolé, murmurant « Ne laissez pas voler le temps ». Béatrice révéla que l'entité était une manifestation de la conscience même du désert, une force entre la matière et l'énergie, capable de manipuler la perception du temps. La clé, dit-elle, n'était pas de la détruire, mais de restaurer son équilibre, ce qui exigerait des sacrifices. Alors que le soleil se couchait, Manté affronta Karine dans les ruines d'un temple, utilisant l'artefact restant pour l'activer avec l'autre, maintenant entre les mains de l'ennemi. Il y eut un éclair, un rugissement du vent, puis le silence. Manté se réveilla seul, le sable se déplaçant doucement, sans signe de Karine, Béatrice ou des artefacts. L'entité disparut, mais au loin, dans les ombres des dunes, il pensa avoir vu une silhouette haute et mince observer, avant de se dissiper comme de la poussière au vent. Le soleil du lever du jour brûlait impitoyablement sur les ruines de Gadam, une ancienne ville oubliée par le temps. Talia, une archéologue séparée de son expédition, marchait entre des colonnes effondrées et des mosaïques fissurées. Ses pas résonnaient dans le silence, interrompus seulement par le bourdonnement lointain d'une tempête de sable qui approchait. Elle portait une carte fanée, marquée d'annotations dans une langue morte, et une sensation croissante qu'elle était observée depuis qu'elle avait traversé la porte sud de la ville. Ce fut alors qu'elle vit, au centre d'une place abandonnée, où des fontaines sèches conservaient encore la forme de lions sculptés, un artefact lisse et arrondi brillait sous la lumière intense. En le touchant, des symboles identiques à ceux décrits par Manté dans ses registres apparurent à sa surface, et une voix chuchota à son oreille, non en arabe ou en anglais, mais en quelque chose que son cerveau traduisit comme urgence.
Pendant que Talia rangeait l'artefact dans son sac à dos, Manté et Béatrice suivaient les traces de Karine à travers un étroit canyon, les parois de roches rouges reflétant la chaleur en ondes déformées. Ils trouvèrent des restes d'équipements abandonnés, une boussole cassée, des bouteilles d'eau vides, des signes que le groupe de Karine était désespéré. Soudain, Béatrice s'arrêta et pointa du doigt des marques sur le sol. Ce n'étaient pas des empreintes, mais quelque chose de semblable à des griffes, mélangées à des motifs qui ne pouvaient être créés que par le vent. « Il utilise l'entité », dit-elle, la voix tendue. « Ou l'entité l'utilise. » Manté acquiesça, se souvenant des visions. Karine, entourée d'ombre, essayant de forcer l'un des artefacts dans une ancienne structure métallique, ses yeux blancs comme ceux d'un cadavre. Plus au nord, dans un oasis caché entre les dunes, Talia alluma un feu faible, l'artefact sur ses jambes croisées. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle l'avait apporté. Elle sentait juste qu'elle devait déchiffrer ces symboles avant qu'une autre personne ne le trouve. À minuit, l'artefact commença à vibrer, projetant des hologrammes fragiles dans l'air, des scènes d'une ville submergée, de personnes portant des masques d'or, d'une créature haute et sombre se dissolvant dans le sable. L'un des hologrammes montrait Manté et Béatrice encerclés par des hommes armés, et Talia sut, avec une certitude inexpliquée, qu'elle devait les retrouver. Pendant ce temps, Karine et ses hommes atteignirent un temple enfoui sous le sable, son entrée bloquée par une statue colossale d'un homme à tête de faucon. L'artefact volé brillait dans ses mains, réagissant à la proximité du temple. « Cela changera le monde », dit-il à ses hommes, ignorant les cris étouffés de l'un d'eux, qui jurait d'avoir vu la statue bouger. Lorsque Karine inséra l'artefact dans une fente du mur, le sol trembla, et la statue ouvrit les yeux, révélant des orbites vides qui absorbaient la lumière environnante. L'entité apparut derrière lui, non pas comme une ombre, mais comme une absence de couleur, étendant une forme qui pourrait être un bras ou une lame. Talia, suivant les hologrammes, retrouva Manté et Béatrice dans le canyon, la tempête de sable presque sur eux. Elle montra l'artefact et les images projetées, et Béatrice reconnut les motifs. Ce sont des calculs mathématiques anciens, des équations pour plier l'espace-temps. « Il va tout détruire », dit Manté, en pointant l'horizon, où des éclairs rouges traversaient le ciel, un signe que le temple avait été ouvert. Ils coururent contre la tempête, le sable grattant leur visage comme du verre, tandis que l'entité les poursuivait, tantôt visible, tantôt invisible, comme un guide ou un spectre. À l'intérieur du temple, Karine criait des ordres, mais ses hommes s'enfuyaient déjà, traînant un compagnon dont la peau avait vieilli de plusieurs décennies en quelques minutes. La statue avançait lentement, sa forme oscillant entre solide et gazeuse, et l'artefact émit un son aigu, comme une alarme. Ce fut alors que Talia, Manté et Béatrice entrèrent, apportant le deuxième artefact. « Nous devons les synchroniser, » dit Talia, sa voix presque inaudible sous le rugissement du temple. Manté prit l'artefact de Karine, maintenant taché de sang, et l'approcha de celui de Talia. Pendant un instant, rien ne se passa, jusqu'à ce que l'entité surgisse entre eux, enveloppant les artefacts d'une lumière bleutée, et tout le temple commença à s'effondrer, emportant Karine et la statue avec lui. Dehors, la tempête s'arrêta brusquement, laissant un silence aussi dense que le sable. Talia regarda les artefacts, maintenant inertes dans ses mains, et sut que l'histoire était loin d'être terminée. L'entité planait au-dessus d'une dune lointaine, sa forme plus définie maintenant, humanoïde, mais avec des traits qui rappelaient du sable en mouvement constant. Manté toucha l'épaule de Béatrice, pointant l'horizon, où de nouvelles lumières clignotaient, comme des portails ou des villes cachées. Il n'avait pas de réponse, seulement des questions, et le désert infini et impitoyable chuchotait que le prochain chapitre ne faisait que commencer.